exactement 17h34 minutes. Nous avons un visuel avec nous. François Girardin, il est doctorant à l'école de criminologie de l'UDM. Comment ça va, Monsieur Girardin? Très bien, et vous? Oui, Merci de me recevoir. moi ça va toujours bien, même quand ça va mal, hein? Est-ce qu'on vit dans un monde qui va mal, Monsieur Girardin? Je dirais pas qu'on vit dans un monde qui va le mal, mais en tout cas, il y a des prédispositions comme les plateformes numériques qui, en tout cas, amplifient certains mal-être qu'on ressent dans la société, je pense. Alors, laissez-moi essayer de jouer à l'avocat du diable. Lorsqu'on parle de féminisme, est-ce qu'il n'était pas normal d'avoir en réaction le masculinisme, hein, Bah, écoute, oui? je suis pas sûr que ce soit forcément une réaction au féminisme. Je pense que ce soit une réaction peut-être au changement sociétal global qu'on vit en fait ces dernières années. Peut-être, je pense qu'on a effectivement un changement des valeurs traditionnelles masculines qui est un peu remis en question. Donc effectivement, on a aussi le progressisme qui rentre en compte. Et je pense qu'effectivement, il y a un changement qui est forcément produit des conséquences et des réactions. Et donc, on a effectivement des gens qui vont s'opposer ou adhérer. Donc, c'est là où on a des réactions. Et je pense pas que c'est forcément le féminisme, mais je pense que c'est une réaction sociétale globale, en fait. Bon, alors, si c'est une réaction, parce qu'il faut expliquer aux gens de quoi il en retourne sur les médias sociaux, on a une forme qu'on trouve de plus en plus dans ces médias-là, certains médias, on va le dire, n'est-ce pas, Mhm. où on présente l'homme. Ben, il y a d'abord cet homme, ce jeune homme, qui est carrément hors de la plaque, en tout cas pour moi, n'est-ce pas, puisqu'il n'aura pas de femme dans sa vie, il n'a pas de femme, il ne connaîtra pas de femme, en tout cas pour l'instant, n'est-ce pas, et c'est un mode de vie, de vivre sans une blonde, sans une femme, etc. Est-ce que c'est des hommes qui se sentent rejetés par la gente féminine ou alors incapables de satisfaire aux besoins de la gente féminine? Alors peut-être pour être plus exact, donc ici on parle donc du mâle sigma qu'on a abordé dans notre étude. Effectivement, cette communication-là qui apparaît sur les réseaux sociaux, elle est en partie axée sur le développement personnel. Donc c'est effectivement devenir une meilleure partie de soi-même. Et dans cette communication-là, qui n'est pas forcément négative à l'origine, il y a effectivement tout un pan qui est plus toxique, plus misogyne, plus sexiste, qui va effectivement prendre distance envers la femme. Donc si on regarde vraiment l'idée du sigma qui rejoint aussi toute la conception populaire qu'on a du mâle alpha, en fait, c'est un homme qui s'inscrit dans une hiérarchie socio-sexuelle et qui est fondée en fait sur des rapports humains très essentialistes, en fait, où finalement chaque individu se définit par des caractéristiques biologiques. Donc, Monsieur Gilardet, parlez-moi un langage simple. pardon, excusez-moi. Mais donc, Parlez-moi un langage beaucoup plus clair. Je veux que mes auditeurs comprennent. ok, Un ok. homme se définit par des relations. Oui, c'est Est-ce que ça. c'est entre hommes ou alors Alors, hein? Comment? par exemple, le mâle alpha, je pense Ouais. que tout le monde a déjà entendu de cette idée-là, Oui. c'est effectivement un leader, un meneur, donc quelqu'un qui est au-dessus des autres et qui lead en fait le groupe. Si on prend le mâle sigma, c'est plutôt le loup solitaire, donc celui qui est plutôt en dehors de la meute et qui va vivre par ses propres moyens, qui est autonome et qui n'a pas besoin des autres. Donc finalement, cet homme-là prend distance avec le reste, donc notamment les femmes, et c'est là où en fait on crée quelque chose de toxique, c'est qu'il refuse en fait le contact avec les femmes. Voilà là. Et est-ce qu'on a est-ce qu'on a déjà suivi un mâle alpha sur 5 années de sa vie là, pour savoir s'il va rester comme ça sur 5 ans à vivre seul en loup solitaire? Ouais, pas spécialement, mais on voit quand même qu'en ce moment, il y a de plus en plus d'influenceurs, de même d'hommes politiques qui vont aborder cette question un peu de la masculinité et qui vont en fait avoir des comportements effectivement de rejet où ils vont expliquer et souvent donner le rôle de la femme comme opportuniste, préjudiciable, et donc on va toujours rejeter et se distancer pour se concentrer sur l'homme qu'on a en nous. Et donc par exemple, ça peut être la finance, le sport, les styles vestimentaires, et donc on se retrouve vraiment dans cette dissociation en tout cas entre l'homme et la femme.
Ah là là, c'est pas pour un monde meilleur, n'est-ce pas? Parce que bon, il me semble que la façon de d'assurer la survie de notre planète, en tout cas, qu'il continue à avoir des gens tels que nous les connaissons, des hommes et des femmes, n'est-ce pas? C'est que les hommes et les femmes se mettent ensemble et peuplent le monde, n'est-ce pas? Et est-ce que c'est un phénomène très marginal ou est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Bah, alors c'est toujours difficile d'évaluer réellement le nombre de gens qui adhèrent à ce type d'idée. Ce qu'on voit en tout cas nous sur, on utilise donc TikTok, on voit qu'il y a quand même beaucoup de popularité à ces contenus. Donc ça peut aller vraiment à des millions de vues, des millions de partages, des commentaires. Et c'est quand même le danger en fait, c'est que c'est des mouvements qui peuvent plaire d'une certaine manière à différentes personnes qui n'adhèrent pas à ces idées. Donc par exemple, quelqu'un peut être intéressé par le sport, quelqu'un peut être intéressé par les finances, quelqu'un peut être intéressé par le style vestimentaire, et quelqu'un d'autre va s'intéresser au rapport homme-femme. Et tous ces éléments-là imbriqués, en fait, font qu'on est exposé à des contenus qui sont problématiques. Donc c'est là, en fait, où est le problème, c'est les réseaux sociaux qui vont diffuser, donner beaucoup plus de portée, en fait, à ce type de contenu. Est-ce que plus sérieusement, cette situation ne concerne pas ce que tout jeune adulte a vécu dans sa vie, un refus de se conformer ou presque tout jeune, n'est-ce pas, d'accepter les règles de la société. Et c'est des choses qu'on vit pendant un certain temps. Généralement, après un virage, on revient dans le droit chemin, entre guillemets, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas un phénomène nouveau, mais qui connaîtra une fin assez rapide. C'est pas comme un cycle qu'on va vivre très longtemps, quoi. Ben, alors, je pense qu'effectivement, il y a un peu de ça, mais je pense que la question principale ici, c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont un impact différent qu'il n'y avait pas avant, en fait. Dans la construction de l'identité d'un jeune, par exemple, il n'était pas exposé à ce type de contenu de manière aussi récurrente. Et si on regarde maintenant un peu les chiffres de consommation, d'utilisation des jeunes, c'est plus de la moitié des jeunes utilisent par exemple TikTok comme un moteur de recherche, donc comme Google, pour chercher de l'information. Donc c'est plus simplement du divertissement, ça devient vraiment une manière d'apprendre des choses et d'acquérir de la connaissance. Et c'est là où c'est dangereux, c'est que les jeunes maintenant ont un autre rapport à ces plateformes qu'on n'avait pas avant. Donc c'est là où cette construction identitaire, elle peut être problématique dans l'exposition à ce type de contenu. Alors, Monsieur Gilardin, moi-même, je ne suis pas aussi spécialiste de la chose que vous. J'ai déjà entendu, parce que nous avons réalisé à la radio une conférence pour des jeunes à une école secondaire dans Montréal, et on a déjà vu des jeunes du secondaire faire le cycle de ces médias sociaux et revenir à comprendre qu'il y a d'exagération. Hein? Parce que le tout se fait assez rapidement, je dirais. Mhm. C'est tellement pas scientifique, c'est tellement quelque chose qui est servi pour les besoins du moment, hein, aller chercher une certaine forme de popularité, que ça va finir par s'effriter. Est-ce que c'est votre opinion sur la question? Bah, alors c'est vrai que ça fonctionne un peu sur base de tendance, un peu sur le buzz, sur le moment. Alors nous, en tout cas, dans ce qu'on observait avec le Sigma, c'est que ça avait plutôt émergé en 2020, pendant la période Covid, où je pense où tout le monde était un peu plus sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'était un peu retombé en 2023, mais c'est remonté parce que récemment, il y a eu une musique qui parlait de ce phénomène-là et qui a remis sur le devant de la scène finalement les Sigma. Donc je pense qu'effectivement, vous avez raison, ça fonctionne en termes de tendance. Mais nous, ce qu'on voit là, en fait, c'est que c'est plutôt une porte d'entrée vers des phénomènes qui seraient un peu plus préoccupants. Je pense par exemple aux incels, aux célibataires involontaires, qui sont aussi sur les plateformes et qui sont dans des comportements et dans des rapports aux femmes qui sont un peu plus violents, un peu plus extrêmes. Donc, je pense que oui, ça va varier, mais ça va prendre d'autres formes.
ça sera pas forcément quelque chose de différent, ce sera juste une autre forme, un autre format. Donc ça reste intéressant et important de surveiller et de regarder en fait ce qui se passe pour les comprendre. Et ça, là, c'est une préoccupation, je dirais, de citoyens comme vous, spécialistes, oui, mais de citoyens, ou est-ce que ça devrait allumer les dirigeants, parce qu'on connaît toutes sortes de difficultés dans les rapports hommes-femmes, surtout au Québec, les féminicides et tout ça. Est-ce que ça devrait allumer les autorités? Alors, je pense que c'est effectivement un point qui devrait être soulevé hein, par les autorités, dans le sens où les réseaux sociaux, c'est avant tout un espace privé. Donc, ce sont des sociétés privées qui régulent ces plateformes, et l'État devrait prendre en main en fait ce genre de contenu pour modérer, réguler, imposer certaines règles. Alors, c'est très difficile de le faire, mais c'est des questions qui peuvent être aussi traitées en amont, par exemple dans les écoles, comme vous avez peut-être fait quand vous avez été voir dans les écoles, au niveau de l'éducation, en faisant de la prévention. Et donc, c'est tout un discours ou contre-discours qui devrait être mis en place pour justement peut-être réinjecter, on va dire, de la masculinité plus positive et contredire ce genre de discours plus sexiste. Ouais. Et pour l'avenir, est-ce que on devrait avoir des médias sociaux plus responsable parce que bon, je voulais justement parler de Donald Trump qui est arrivé depuis quelques mois aux États-Unis et les choses changent. Il y a plus de contrôle sur ces médias sociaux-là, n'est-ce pas? C'est free for all, n'est-ce pas? Ça peut inciter aussi à avoir une telle pratique, mais ça devrait changer, non? Mhm. Effectivement, c'est vrai que quand on regarde même les leaders politiques qui ont des propos assez masculinistes, ou alors par exemple simplement Mark Zuckerberg de Meta, qui a dit qu'il fallait réinjecter finalement de la masculinité dans les réseaux et qui a aussi par la même occasion enlevé toutes les formes de modération en fait sur sa plateforme, c'est effectivement quelque chose qui devrait nous pousser à développer peut-être une autre plateforme qui serait peut-être plus responsable, plus régulante, en tout cas sur différents domaines. De là non plus, il faut pas forcément en arriver à empêcher la liberté d'expression, c'est pas le but, c'est plutôt d'être conscient en fait des enjeux qui circulent sur les plateformes et de l'exposition des jeunes face à ces contenus. Donc je pense qu'il faudrait simplement peut-être plus s'investir sur les plateformes qui existent déjà. En tout cas, les autorités étatiques, on pourrait parler par exemple, on a Service Canada, pourquoi pas Digital Canada, par exemple, ou Numérique Canada, pour justement regarder un peu plus en profondeur ce qui circule et proposer des vignettes de prévention qui vont décomplexer, en fait, démystifier tous ces discours. Donc, Mais tout en gardant à l'esprit que ce qui régule répugne aussi. Effectivement, c'est ça qui est difficile. Donc, il faudrait quelque chose de neutre pour essayer de garder une certaine distance par rapport au contenu. Donc, c'est toute une question en fait qu'on est encore en train de traiter et qui est difficile à évaluer. Mais nous, effectivement, on serait plus pour l'idée d'injecter directement des contre-discours. Donc, vraiment au lieu de tout ce qu'on voit en fait sur les plateformes, c'est effectivement le fonctionnement algorithmique qui va pousser les messages qui suscitent de l'émotion parce que ça fait du clic et ça fait de l'argent. Donc, nous, ce qu'on suggère, c'est d'injecter l'inverse pour justement casser un peu les chambres d'écho, comme on appelle ça, dans lesquelles certains utilisateurs se retrouvent. Et ça responsabilise des gens comme vous et moi et un peu n'importe qui, n'est-ce pas? Mais surtout de plus jeunes. Est-ce qu'il y a ce courant-là aussi chez les plus jeunes qui sont plus responsables et qui décident d'y aller selon le bon sens, quoi? Ben, alors nous, ce qu'on a observé, c'est que donc dans différentes écoles, on voit que tout le monde connaît le Sigma. Donc les plus jeunes le connaissent aussi, ils ont tous entendu parler, sans forcément être conscients de la portée problématique qu'il y a autour de ce concept. Si on regarde un peu plus âgés, donc je dirais entre 18 et 30 ans, la majorité trouve que c'est problématique, ils connaissent ce phénomène, mais ils ne savent pas forcément comment faire pour y répondre. On a beaucoup de gens qui vont nous dire mon petit frère, ma petite sœur consomme ce genre de contenu et il tient des propos qui sont problématiques. Mais en fait, tout le monde est un peu désarmé face à ce genre de comportement. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore de réponse totale et parfaite par rapport à ça. Donc je pense qu'il y a un travail en amont à faire effectivement dans les écoles, mais aussi au sein des familles. Je pense qu'il faut aussi
regarder ce que nos enfants consomment et essayer de s'intéresser un peu plus et essayer de poser la question de qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu as compris de ce contenu et qu'est-ce que tu en penses. Je pense que c'est déjà un premier pas, en tout cas. Oui, parce que ça peut laisser des traces profondes, n'est-ce pas? Il y a une éducation qu'on reçoit et aujourd'hui, c'est plus les parents seuls et l'école seule. Il y a les médias sociaux qui contribuent à l'éducation de ces jeunes-là et ça peut laisser des traces dans l'avenir et c'est ce que je crains. Oui, tout à fait, bah, oui, c'est ça. Je pense qu'il faut effectivement prendre le pas maintenant plutôt que d'attendre qu'il y ait des phénomènes un peu plus problématiques qui se produisent. Et je pense que, je sais pas si vous en avez déjà parlé dans une émission précédente, mais il y a eu la série Netflix Adolescence. Je pense qu'il y a pas mal soulevé aussi la question de la consommation des jeunes sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est quand même une bonne chose de vraiment plus s'y intéresser maintenant, avant d'avoir effectivement des jeunes qui seraient entre guillemets parasités par certaines idées auxquelles ils n'auraient pas dû être forcément exposés. Et de là à croire qu'à un moment donné, les choses changeront, c'est-à-dire le jeune qui est juste à côté de moi ne me parle pas, mais parle à des milliers de kilomètres, à des amis. C'est la mode, mais c'est une mode qui dure depuis un certain temps. Et il y a des raisons de croire que c'est pas une mode qu'on va changer du jour au lendemain, là. Non, parce que je pense que maintenant le numérique, il est vraiment, ça fait partie de notre vie. C'est vraiment quelque chose qui prend de la place de plus en plus. Les réseaux sociaux maintenant sont presque incontournables, donc on est quand même dans quelque chose qui est maintenant totalement imposé à nous. Et donc c'est maintenant qu'il faut plutôt que d'essayer de le supprimer ou de le réguler, il faut rentrer dedans et essayer de le saisir finalement pour mieux l'appréhender, je pense. Absolument, absolument. François Gillardin, doctorant à l'école de criminologie de l'UDM. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de Merci à nous vous. expliquer le phénomène. Merci, au revoir. Merci, au revoir.